Bonjour à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour décrypter et vulgariser l'écosystème crypto. Ces derniers temps, je me suis intéressé à la tokenomics, c'est un sujet qui m'a passionné, donc je tenais à vous partager mes connaissances à travers cette vidéo YouTube. Je vous ai mis énormément d'informations importantes, j'ai essayé de faire au plus court. Je vous ai mis tout ce que j'ai appris en plusieurs semaines à travers des sites et des vidéos anglaises. Si vous vous posez ces questions-là, qu'est-ce que la tokenomics? Qu'est-ce que la circulating supply? Qu'est-ce qu'un token inflationniste, déflationniste? Cette vidéo est faite pour vous. On va y répondre à travers ces prochaines minutes. C'est parti! Donc la tokenomics désigne l'offre et la demande d'un token. Merci, bonne fin de vidéo et on se retrouve à bientôt. Ciao! Donc il me fallait faire la vanne, mais je vais contextualiser un petit peu et vous expliquer plus en profondeur qu'est-ce que la tokenomics. Pour commencer, c'est un atout lors de votre analyse fondamentale. Ça ne fait pas tout, mais c'est très important d'étudier la tokenomics d'un projet, l'économie qu'il y a autour de son token, pour voir s'il y a une pression qui est plutôt à la hausse ou à la baisse, sur le long terme, le court terme. Tout ça passe par des calculs et une étude. Je précise que ce n'est pas le seul critère qui va vous permettre de déterminer si un projet a du potentiel ou non et si vous pouvez investir dessus à l'avenir. Donc la tokenomics désigne l'offre et la demande d'un token. Mais un token, qu'est-ce que c'est? Ici, on utilise token au sens large du terme, donc ça va correspondre à un jeton qui va être la valeur d'unité de base d'une crypto-monnaie. Celle-ci doit être acceptée par la communauté et soutenue par une blockchain. Je vais donc vous donner la définition la plus simple que j'ai trouvée sur internet pour décrire le mot économie. C'est un système d'activité de production, de consommation et d'échange qui vont permettre de déterminer la manière dont les ressources vont être distribuées entre tous les participants. Et cet ensemble d'activités vont permettre de répondre aux besoins de ceux qui vivent et travaillent dans cette même économie. La contraction des deux mots, token et économie, est donc à l'origine de la création du mot tokenomics. Quand on parle donc de tokenomics, on parle donc d'un sujet de compréhension de l'offre et de la demande autour d'une crypto-monnaie. Et cette même tokenomics, c'est un composant de l'analyse fondamentale de projet. Donc avant d'investir dans un projet en crypto-monnaie, on conseille généralement d'étudier l'équipe, voir les personnes qui pilotent un petit peu les opérations, leurs antécédents, leur expérience, également la pertinence du projet et la pertinence de la solution technologique, et enfin la tokenomics qui est très importante à comprendre pour voir l'offre et la demande qui vont englober le token. Donc c'est bien beau, on a parlé, mais la tokenomics, c'est quoi? Le premier point, c'est la supply. À l'intérieur de la supply, on va retrouver plusieurs termes de vocabulaire qui vont nous permettre de creuser un petit peu sur la façon dont l'offre a été faite. Donc premièrement, on a la circulating supply qui va regrouper l'offre globale de jetons en circulation qui peuvent être achetés, échangés par les acteurs sur le marché public. Pour vous faire un parallèle, à l'heure où je tourne cette vidéo, sur la blockchain Bitcoin, la circulating supply est de 19 millions et 225 000 bitcoins. C'est donc la totalité des bitcoins qui peuvent être détenus et tradés par les clients sur le marché. Et là, j'en entends déjà qui me disent « Oui, mais Corentin, comment ça se fait ? Nous, on a entendu que la supply de Bitcoin, elle était de 21 millions. » Alors oui, mais il s'agit ici de la total supply. Ça correspond au nombre total de tokens qui sont disponibles, moins ceux qui ont été burn, donc qui ont été brûlés, c'est-à-dire retirés du réseau. Donc là, contrairement à la circulating supply, on va prendre en compte tous les jetons qui sont sur un marché entre guillemets privé et destiné aux investisseurs. Mais c'est pas tout à fait ce terme qui se cache derrière les 21 millions de bitcoins et je vous explique pourquoi. En réalité, sur la blockchain de Bitcoin, la supply maximale sera de 21 millions. Et donc dans la maximum supply, on va prendre en compte tous les tokens qui ont été créés par le projet. Par exemple sur Bitcoin, comme je vous l'ai dit juste avant, on est bloqué à 21 millions de bitcoins. Pas un de plus ne sera produit. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi la total supply et la maximum supply de Bitcoin sont identiques. Il y a une réponse toute simple à cela. Officiellement, la blockchain Bitcoin n'a brûlé aucun de ses tokens. Par contre, officieusement, il y a des tokens qui sont estimés déjà perdus ou dans des wallets qui n'ont pas bougé depuis un bon moment, donc on les considère comme burn. Et la quantité de ces tokens est estimée à 4 millions de bitcoins. Donc on considère qu'il y a 4 millions de bitcoins qui ont été retirés de la circulation suite à des wallets perdus, volés ou des codes des sites phrases oubliés. Donc pour les plus rigoureux, on devrait dire que la total supply de Bitcoin est de 17 millions, donc les 21 moins les 4 qui sont brûlés. Problème, on ne sait pas si ces tokens ne vont pas être retouchés dans un avenir proche. Donc on ne peut pas se prononcer dessus et c'est pour ça qu'on dit que la total supply de Bitcoin est la même que sa maximum supply, soit 21 millions. Donc la supply est un élément clé de la tokenomics qui va nous permettre de comprendre comment sont répartis les tokens à un instant T.
Je vous ai mis un lien directement vers des données on-chain de la blockchain Bitcoin. Vous pourrez constater la circulating supply par vous-même. Une fois que la supply est comprise, on peut donc s'attaquer à l'analyse du token. On peut aussi s'abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera. Mon but, c'est de faire la chaîne la plus grosse du YouTube français sur la tokenomics et vous aider à comprendre un petit peu mieux les crypto-monnaies. Deuxième partie, un peu plus technique, l'analyse du token. Donc dans l'analyse du token, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver la token utility. Donc il va s'agir ici de déterminer l'usage potentiel du token qui a été créé et on va aussi directement essayer de voir si son prix est corrélé ou influencé par la réussite du projet. Au contraire, on peut retrouver des tokens qui ont une réelle utilité sur leur projet, comme le BNB, qui va vous permettre sur la Binance Smart Chain, si vous l'utilisez, d'avoir une réduction sur les frais de transaction. Donc là, ça devient intéressant, parce qu'il y a vraiment une demande autour de ce token BNB pour avoir une réduction des frais sur la plateforme. Si Binance attire plus d'utilisateurs sur sa Binance Smart Chain, on aura une demande qui sera en augmentation. Donc la valeur du token devrait monter par le même cas et vous comprenez donc là où est l'utilité de ce token. Il existe donc deux grandes catégories d'utilisation des tokens, en tout cas ce sont les plus communes. Le token de gouvernance qui va vous permettre d'obtenir par exemple un droit de vote pour une application décentralisée. Et ensuite les tokens d'utilité qui vont représenter des avantages exclusifs sur le réseau concerné. Hop, reviens un peu en arrière, c'est exactement l'utilisation que fait Binance de son BNB. Si ça reste un petit peu flou pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qui mérite plus d'attention et d'y porter plus de temps. J'en ferai sûrement une vidéo entière sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Deuxième partie de l'analyse de tokens, la distribution des tokens. Donc ici en fait ce qui va nous intéresser, c'est les proportions dans lesquelles les investisseurs et utilisateurs détiennent des parts de la supply totale, donc de l'offre totale du token. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez MicroDAO, un nouveau projet de crypto-monnaie se lance et la distribution des tokens est faite ainsi. 50% des tokens sont alloués aux fondateurs, à l'équipe fondatrice du projet et à la boîte. 50% sont alloués au marché public. Donc c'est énormément simplifié. Où est le problème? Le problème est que sur le marché public, si le token s'échange aux environs de 50 $, tout est stable. Le jour où les gens ne veulent plus de ce token, plus du token du MicroDAO, ils vont commencer à le vendre, le prix va donc chuter. C'est là que MicroDAO entre en jeu. Ils ont tellement une part importante de leurs tokens qu'ils peuvent manipuler le cours du marché en rachetant en grande quantité ces tokens-là pour combler la descente de valeur. Donc selon la distribution, on peut déjà s'apercevoir si un projet est plus douteux qu'un autre ou non. De manière générale, s'il y a une trop grande proportion de tokens qui est distribuée à une seule et même entité, ça pose des problèmes de décentralisation. Donc ce ne sera pas un projet vers lequel je vais m'orienter personnellement. Même s'il y a des projets centralisés de très bonne qualité. Ici, on parle d'analyse de projets décentralisés. Et donc, là, la distribution des tokens peut nous être utile. Je vous mets par exemple une image juste maintenant. Solana, c'est 38% de tokens qui ont été distribués à la communauté, 16% aux investisseurs lors de ventes privées et 10% à la fondation, à l'équipe Solana. Quand vous vous intéressez à la distribution des tokens, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir. Et c'est pareil quand vous investissez sur ce même projet. Des initiés, donc des gens qui vont rentrer sur le projet avant son lancement public, vont toucher le token beaucoup moins cher que votre entrée, même si elle est très bonne sur le marché public. Souvent les entreprises, quand elles cherchent des fonds, en tout cas en crypto-monnaie, vont réaliser plusieurs tours pour aller chercher des investisseurs. Donc les premiers investisseurs vont donc fournir du capital contre un prix exclusif du jeton qui est souvent contractuel et qui ne sera jamais communiqué au public. Sachez juste que quand vous avez réalisé un bon coup en entrant sur le marché public, ces personnes-là sont déjà à un très bon coup. Tout ça pour vous expliquer que le prix du token est différent en fonction du moment où les acteurs vont rentrer sur le projet. La vente publique, c'est la dernière étape, la dernière échéance. Avant, vous avez les initiés qui vont rentrer, vous pouvez avoir une ICO, vous pouvez avoir un airdrop et ensuite le token sera sur le marché public. Donc quand vous faites du bénéfice en entrant simplement sur le marché public, dites-vous que derrière vous, il y a déjà des gens qui ont du x10 ou du x20. C'est pas pessimiste, c'est simplement pour vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir les yeux et prendre en compte le monde dans lequel on est. Il faut savoir comment ça fonctionne si on veut arriver à faire un petit peu d'argent. Dernière partie, l'examination du token. Je voulais garder pour la fin parce qu'elle est un petit peu plus technique. Je sais qu'il n'y a que les gens vraiment intéressés qui vont la regarder et je vous ai préparé quelques graphiques avec des données. Donc un token peut être inflationniste ou déflationniste. Là, je pense que je vous apprends rien. Un token qui est inflationniste, c'est un token dont l'offre, sa supply, va augmenter au fil du temps. Et déflationniste, c'est le contraire. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Normalement, si vous n'êtes pas né hier, vous devriez savoir que le prix d'un actif est déterminé par son offre et sa demande.
Dans le cas où vous êtes né hier, chapeau, je pense que vous êtes un des précoces, restez sur la vidéo, je vous explique tout en entier. Donc je vous ai préparé quelques graphiques avec des valeurs que je vais vous donner qui permettent, si vous voulez, de schématiser beaucoup plus simplement l'impact d'un token inflationniste ou déflationniste. Donc on a un token inflationniste avec, comme vous le voyez, la courbe en bleu qui est celle de l'offre du token qui augmente au fil du temps. J'ai une demande qui augmente de 5% par an. Donc vous voyez que cette courbe augmente, mais au fil du temps, il va y avoir un écart qui va se creuser quand même entre l'offre proposée et la demande du token. Donc simplement, le prix du token va descendre puisqu'il y en a de plus en plus et proportionnellement parlant, moins en moins de gens vont vouloir en acheter. Ce qui est le contraire pour le token déflationniste, vous allez observer cette courbe en bleu qui descend au fil du temps, donc il va y avoir de moins en moins de tokens disponibles en circulation. Une circulating supply qui va être de moins en moins grande. Par contre, elle, la demande, elle augmente autant que pour le token inflationniste. Elle augmente de 5% par an et on voit qu'il y a un point ici entre 2026 et 2027 où la demande va être exactement égale à l'offre. Et ensuite, on aura une demande qui va être supérieure. Si la demande est supérieure à l'offre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 pièces pour 3 enfants, on va avoir une pièce en chocolat pour 3 enfants. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que chacun sera prêt à donner beaucoup plus pour avoir cette pièce de chocolat qu'auparavant. Donc forcément, le prix du token D augmente, le prix de notre pièce de chocolat augmente. Et je vous ai fait un dernier graphique avec le pricing, donc on a la superposition des deux courbes et on voit clairement que sur le token inflationniste, on a une descente de prix. Au contraire, on va avoir une belle augmentation sur le token déflationniste. Donc si je devais résumer en une seule phrase, un token déflationniste va influencer, c'est très important, influencer seulement la valeur d'un token à la hausse et inversement, le token inflationniste, lui, va l'influencer à la baisse. Et donc c'est sur ce modèle inflationniste, en tout cas, que sont construites les monnaies de banque centrale. Comme on le voit pendant le Covid, on a énormément d'argent qui a été imprimé. Donc l'offre, la supply qui a augmenté, la demande est restée à peu près la même, donc la valeur de notre monnaie a baissé, d'où la récession dans laquelle on peut rentrer. Et c'est donc ça qui crée l'inflation. Les produits ne sont pas plus chers, c'est simplement la monnaie qui a baissé en valeur. Donc il en faut plus pour acheter la même chose. Donc dans la deuxième partie de notre analyse de tokenomics, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à la distribution du token, voir si elle est plutôt centralisée, décentralisée, s'il y en a une bonne part pour la communauté, bref, comment tout ça s'est organisé. Et ensuite, au type de token que c'est, est-ce que c'est un token inflationniste ou déflationniste? Pourquoi? Et il faut chercher un petit peu entre les lignes pour comprendre parce que c'est beaucoup plus compliqué dans un cas pratique que la théorie avec les graphiques que je vous ai montrés. Et donc pour finir, la tokenomics, c'est un des piliers de l'analyse fondamentale de projets crypto. Moi, c'est un des sujets qui me passionne le plus dans la crypto-monnaie, donc je pense que je vais vous faire d'autres vidéos dessus. Je rêve d'en apprendre plus et dès que j'en apprends un petit peu plus, je vous l'explique en vidéo. Mon objectif, c'est d'aider le plus de personnes possible à comprendre les enjeux qu'il y a autour de la blockchain et des crypto-monnaies, comment est-ce qu'ils pourraient en bénéficier et aider les entreprises à sauter le pas pour les solutions pertinentes, en tout cas qui vont répondre à leurs problèmes. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure, je compte sur vous pour casser le bouton des likes, mettre des commentaires, venir vous abonner et rester accroché pour la prochaine vidéo. À bientôt.